Et salut à tous bande de codeurs. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une liste non exhaustive des différents tags HTML de type input qu'on peut utiliser dans un formulaire web. Certains tags ou leurs paramètres ne sont pas forcément connus et pourtant leur utilisation est très pratique et bien plus adaptée qu'un simple champ de type texte dans certains cas. Restez donc bien jusqu'au bout de la vidéo pour tous les découvrir. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Toutes ces actions m'aident énormément pour le référencement YouTube. Et on commence notre liste avec le type button, qui n'est pas forcément le type le plus utilisé, mais qui permet de rajouter un petit peu d'interactivité à notre page. On l'inclut facilement en faisant un input type button, en lui donnant un ID, c'est pas obligatoire, mais on va voir par la suite que c'est mieux, et une valeur à valider qui va directement s'afficher ici sur notre bouton. On lui donne un ID puisque souvent, si on veut faire de l'interactivité, il faut lier ça à du JS. On a donc inclus un script JS de type button ici, qu'on va regarder très rapidement. Donc on récupère l'élément grâce à son ID, c'est pour ça que c'est important de lui en donner un. Et sur l'événement de type click, on exécute, on fait afficher une alerte qui affiche validé. Voilà, comme on l'a vu ici. À ne surtout pas confondre avec le type submit qu'on verra un petit peu plus loin, qui est beaucoup plus utilisé, mais qui a une autre fonctionnalité très importante. On passe maintenant au type checkbox qui permet à l'utilisateur de sélectionner différentes valeurs au sein d'une liste. Il peut toutes les sélectionner ou n'en sélectionner aucune. Alors il s'inclut très facilement dans la page avec un input type checkbox auquel on lui donne un attribut name qui va être son nom. C'est toujours important de les mettre, les attributs name, c'est ce qui permet de récupérer justement la valeur plus tard lorsqu'on va soumettre le formulaire. Et on lui donne également un identifiant qui, pour le coup, n'est pas obligatoire. Un attribut qui est intéressant, voire même très important, c'est, pour le troisième élément ici, c'est le checked, qui fait que par défaut, lorsque la page va se charger, cet élément sera sélectionné. Et effectivement, si on recharge la page, on voit que HTML est sélectionné. On peut en mettre plusieurs. Si par exemple, on le met sur la partie Python, on rajoute checked, et si on rafraîchit la page, voilà, on voit que par défaut, Python est sélectionné aussi. Un élément qui n'est pas très connu, c'est l'élément de type color qui permet au sein d'un formulaire directement de pouvoir faire choisir à l'utilisateur une couleur de manière très facile. Donc on peut imaginer par exemple sur la création d'un blog, s'il y a une couleur de fond personnalisée pour l'utilisateur, on pourrait imaginer enregistrer sa couleur favorite à l'aide de ce genre d'input. Et il est très simple à utiliser. On l'inclut ici avec un input de type color. On lui donne toujours le nom, un identifiant si on veut, et en fait, par défaut, on peut sélectionner également une valeur. Ce qui fait que quand je rafraîchis la page, par défaut, j'ai sélectionné cette espèce de vert un petit peu pâle, mais on peut tout à fait lui attribuer une autre valeur, par exemple un rouge. Voilà comme ça. Et si on met rien, il me semble que par défaut, c'est la valeur noire qui s'affiche. Voilà, donc toujours utile, pas très connu, mais bien pratique. Un autre type qui, je trouve, est un petit peu méconnu, c'est l'input de type date qui permet, comme son nom l'indique, d'afficher directement une aide à la saisie pour notre utilisateur pour choisir une date au sein d'un petit calendrier qui va automatiquement s'afficher. Alors souvent on utilise des librairies JS pour faire ça, peut-être avec des fonctionnalités très précises, mais sachez qu'avec un simple input de type date, vous pouvez inclure facilement un calendrier dans votre page HTML. Alors le rendu sera un petit peu différent peut-être en fonction du browser et de l'OS sur lequel vous vous trouvez, mais plutôt que d'inclure une librairie, ça fait assez bien l'affaire. Là, par défaut, on n'a rien qui est sélectionné, mais on a la possibilité, en rajoutant le paramètre value sur notre tag, et en mettant d'abord l'année séparée par un tiret, ensuite le mois, un tiret et le jour, on a la possibilité de faire afficher une date par défaut. On a également la possibilité, si on veut que l'utilisateur ne saisisse qu'une date au sein d'un range de dates, on a la possibilité de saisir une valeur minimale. Donc admettons que moi je ne veux pas que l'utilisateur saisisse une date antérieure au 1er juillet, eh bien je vais tout simplement mettre un paramètre min dans lequel je vais spécifier ma date du 1er juillet. Et si je rafraîchis ça et que je rouvre mon calendrier, on voit que par défaut, toutes les dates antérieures au 1er juillet sont en grisé et je n'ai pas la possibilité de les sélectionner. Et vous pouvez faire la même chose avec une date, par exemple au 21, avec la valeur max, en disant toutes les dates qui sont supérieures au 21 juillet, eh bien tu me les disable. Donc on fait ainsi.
Et là, quand on retourne dans notre calendrier, on voit que toutes les dates supérieures au 21 juillet ne sont pas sélectionnables. Alors là, vous observez peut-être qu'il y a eu un petit bug ou problème d'affichage. Alors j'ai pas réussi à savoir si ça vient de mon browser, de mon Mac, mais n'hésitez pas à tester chez vous et à me dire si vous aussi vous avez voilà, l'écriture qui devient un petit peu grisée. Et on passe à l'input suivant. Maintenant, je vous propose de découvrir l'input de type email. Alors, il marche un petit peu comme un type texte qu'on verra plus tard, qui est le type le plus simple, mais c'est un petit peu différent. La première chose qu'on va faire, c'est que dans notre input, ligne 16, on va lui définir un attribut required. Donc required, qui comme son nom l'indique, permet de spécifier que le champ doit être rempli. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va décommenter des petites lignes de style que j'avais prévues pour le coup, qui font que par défaut, des pseudo-classes sont rajoutées sur les champs de type required, des pseudo-classes invalide et valide, et on va juste les customiser pour que quand c'est invalide, ça apparaisse en rouge rosé un peu, et quand c'est valide, ça apparaisse en vert. En fait, automatiquement, lui, il va pouvoir checker si le champ est valide ou invalide par rapport à quelque chose qu'on va lui spécifier, et c'est là toute la puissance de l'input type email. On va pouvoir lui spécifier ce qu'on appelle un pattern, une valeur pattern, pardon, qui va prendre une regex. Donc ne soyez pas allergique au regular expression si vous avez peur de ça. Nous, ce qu'on va dire ici, c'est que l'utilisateur qui va saisir son email doit forcément avoir un email qui a l'extension bdc.fr, donc bandedecodeur.fr. Et avant, il pourra mettre n'importe quel type de caractère. Ce qui fait qu'à partir de maintenant, si je mets, je sais pas, mon prénom, Paul, @bdc. Et vous allez voir qu'à partir du moment où je vais taper le R, voilà, il détecte que le pattern est respecté, pardon, donc que le champ est valide et il lui rajoute la pseudo-classe valide, ce qui fait que c'est passé au vert. Si là par exemple je m'amuse à enlever le FR, on repasse au rouge. Donc ça c'est vraiment super intéressant comme type de propriété sur le champ de type email. L'input de type file, lui, vous permet de faire sélectionner à votre utilisateur un fichier qu'il souhaite envoyer au formulaire que vous allez lui soumettre. Donc très simple, input type file, vous lui spécifiez un nom et éventuellement un identifiant, et ici vous avez automatiquement un petit bouton qui vous permet de choisir parmi les fichiers qui seront disponibles dans votre Finder. Si par exemple vous voulez lui spécifier un certain type de fichier, admettons qu'ici moi je veuille lui dire qu'il n'aura droit d'envoyer qu'un PDF, eh bien c'est très simple, vous pouvez rajouter un attribut accept à votre input de type file en lui spécifiant par exemple que vous ne voulez que des applications de type PDF. Ce qui fait que quand vous allez sauvegarder et que vous allez choisir à nouveau un fichier, tous les fichiers qui ne sont pas des PDF sont grisés et vous ne pouvez sélectionner que le PDF. Vous pouvez bien sûr après rentrer dans des dossiers et le sélectionner ici comme ça et le nom apparaît automatiquement à côté du bouton. Alors le type hidden n'est pas forcément l'input type que vous allez utiliser le plus souvent directement, mais c'est toujours bien de savoir qu'il existe et à quoi il sert. Donc comme son nom l'indique, c'est un champ qui est caché. On le définit avec un input type hidden, auquel on passe un nom, éventuellement un identifiant encore, mais surtout on va lui passer une valeur. Et comme vous pouvez le constater, il n'est pas affiché, mais on a la possibilité tout de même de l'observer dans le DOM de notre page HTML. Alors à quoi il sert ? Bien souvent, il va être automatiquement généré quand vous allez utiliser des frameworks du style Symfony, Ruby on Rails, Django ou autre. Et il sert en général à passer des tokens ou des identifiants d'un article, par exemple, que vous êtes en train de modifier dans votre back-end pour que le framework sache sur quel article, via son identifiant, il va falloir qu'il applique telle ou telle modification. Moi, je vous conseille, si vous n'avez jamais entendu parler de ça, de l'utiliser vous-même, en tout cas en local, pour faire des tests, pour voir comment ça fonctionne, comment vous pouvez le récupérer via un formulaire. Mais après, voilà, c'est toujours bien d'utiliser les fonctionnalités par défaut des frameworks, à savoir tout ce qui est formulaire, les CRUD, les create, delete, update, etc. Où là, justement, c'est le framework qui va se charger automatiquement de générer ce type de champ. On a également un input de type month, donc comme son nom l'indique, nous permet de choisir un mois ici directement avec un petit calendrier. Donc il fonctionne un petit peu comme l'input de type date qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là on va pouvoir, plutôt que de sélectionner un jour, une date complète, on va juste pouvoir sélectionner un mois, mais on a tout qui est affiché par défaut, pas besoin d'inclure une librairie JS ou autre. Donc il s'inclut très facilement avec un input type month,
auquel on va pouvoir passer une valeur par défaut, donc juillet 2022, qui va automatiquement être sélectionnée. Si on veut, comme pour le champ date, réduire les sélections pour l'utilisateur, on peut lui spécifier des valeurs min et max. On va par exemple ici lui spécifier une valeur minimum à mars 2022. Hop. Et là, automatiquement, on voit bien qu'on ne peut pas aller sur un mois qui est antérieur à celui de mars. Donc voilà, un fonctionnement un peu similaire, mais toujours pratique si on a juste besoin de sélectionner un mois. Un autre type qui est assez méconnu, mais qui est pourtant bien pratique, je trouve, c'est l'input de type number, qui, comme son nom l'indique également, permet de saisir une valeur numérique. Donc plutôt que de faire afficher un champ de type texte, on va directement pouvoir mettre ça et des contrôles automatiques vont se faire. Donc on l'inclut facilement avec un input type number auquel on va pouvoir passer une valeur minimum et une valeur maximum. Donc ce sont des attributs qui sont optionnels. Et en fait, quand on va rentrer dans le champ, vous voyez que par défaut, il y a des petites flèches qui nous permettent d'incrémenter et de réduire la valeur instantanément. Alors c'est surtout pratique sur smartphone, c'est vraiment bien fichu, et également sur smartphone, quand on va rentrer dedans, on aura uniquement, vous savez, le clavier avec des chiffres qui va apparaître, donc c'est bien pratique. Si j'essaie d'aller en dessous de 0, ça ne marchera pas, et si j'essaie d'aller au-dessus de 100, ça ne marchera pas non plus. Alors ça a un petit peu ses limites, parce que si par exemple ici je tape moins 10, eh bien on voit que ça le prend en compte. Par contre, voilà, si j'essaie d'aller en dessous, ça ne marchera pas, et si je vais au-dessus, ça va remettre automatiquement à 0. Par contre, le contrôle que ça fait, vous allez devoir me croire sur parole, mais là, je tape volontairement fortement au clavier sur des lettres, et automatiquement, les lettres n'apparaissent pas. Donc, il y a quand même un petit contrôle qui est fait. Néanmoins, on n'oublie jamais, on part pas du principe que l'utilisateur est un petit filou, mais qui peut être tête en l'air, donc on ne fait jamais confiance à ce qu'il met, et il faut toujours qu'il y ait un deuxième check qui soit fait côté serveur. Allez, on passe maintenant au prochain type qui est le type password. Vous allez vous en servir principalement quand vous allez inviter un utilisateur et bien évidemment à saisir son password pour se loguer ou éventuellement à le saisir et à le ressaisir quand il veut justement se créer un identifiant au sein de votre application. On l'utilise facilement, input type password, mais il va être très intéressant puisque vous voyez qu'il s'affiche en rouge, puisqu'on peut lui passer le paramètre required, auquel un contrôle va être effectué sur un autre paramètre qui va être min length, qui va être donc la longueur minimale du mot de passe à saisir. Donc par exemple ici j'ai spécifié à 10 caractères et automatiquement quand j'arrive à 10 caractères j'ai ma pseudo-classe valide qui s'applique et du coup mon CSS, mon nouveau style CSS est appliqué et on part du principe que voilà, le champ est valide. Allez, le prochain type, l'input type radio, qui est extrêmement utilisé et très connu, qui vous permet de choisir une valeur parmi une liste et une valeur uniquement. Alors il est un petit peu différent du checkbox, puisque là on va pouvoir uniquement saisir une valeur, et il s'écrit ainsi, donc input type radio, et là très important, on spécifie le nom qui doit être identique pour chacun des inputs de cette même liste, pour qu'il y ait une seule valeur qui puisse être validée. On lui attribue éventuellement un identifiant et surtout une valeur. Lorsque l'on va envoyer ce formulaire, on le verra un tout petit peu plus tard, ça va automatiquement envoyer la paire clé-valeur, donc le nom, donc ça sera toujours des serres, assigné à la valeur de la propriété qu'on aura sélectionnée ici. On a la possibilité, un petit peu comme pour les checkbox, de spécifier un attribut checked par défaut pour la crème brûlée par exemple. Mais on peut bien évidemment le changer et si on l'attribue ici pour l'île flottante et qu'on sauvegarde, voilà, on voit que par défaut, c'est l'île flottante qui a été sélectionnée par défaut. Encore un type un peu méconnu, le type range, et c'est vraiment dommage puisqu'il permet de saisir une valeur au sein d'un range de valeurs plus facilement. Donc on l'utilise notamment pour éviter à l'utilisateur d'avoir à saisir quelque chose, et c'est bien plus visuel et bien plus pratique de l'aider justement à sélectionner une valeur. Ici, dans cet exemple, on part du principe que c'est un professeur, par exemple, qui va saisir une valeur pour un élève, et du coup, on spécifie un range compris entre 0 et 20. Pour faire ça, dans notre code HTML, on va mettre un input de type range, auquel on va assigner, comme d'habitude, un nom, un identifiant. On va pouvoir lui mettre une valeur par défaut. Donc par défaut, quand on charge la page, on apparaît bien sur la moitié du range, donc qui est la valeur de 10.
Et on va pouvoir lui spécifier bien évidemment une valeur minimale et une valeur maximale. Ici, pour l'exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit code JS pour ajouter un peu d'interactivité qui fait que lorsque l'on va changer, déplacer le curseur, on a automatiquement sa valeur qui va s'afficher dans le champ texte ici. Il y a également une autre propriété dont j'ai pas encore trouvé l'utilité, mais qui permet de spécifier ce qu'on appelle un step. Donc vous allez pouvoir par exemple ici rajouter une propriété step, on va le faire, tiens, step égale 2, et ça permet automatiquement vous allez voir, d'augmenter la valeur de 2 en 2, tout simplement. Donc en fait on n'a plus que des valeurs paires et on n'a plus de valeurs impaires. Alors si jamais vous trouvez un exemple de pourquoi on pourrait utiliser ça, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires sous la vidéo. L'input de type submit est peut-être un des plus importants, sinon le plus important, puisque sans lui, il ne sert à rien de créer des formulaires sans pouvoir justement soumettre ces données à notre back-end. Donc il s'inclut très facilement, en général, on le met quasiment tout le temps à la fin de notre formulaire, et il a pour objectif de faire afficher un bouton, mais attention, ce n'est pas un bouton, on voit bien que c'est un input de type submit auquel on lui assigne une valeur qui va s'afficher sur le bouton. Donc là, par défaut, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ce qu'on appelle une forme. Donc le bouton submit doit toujours être inclus dans des tags de type forme auxquels on spécifie à quelle page il faut envoyer ce formulaire et avec quelle méthode. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais sachez que voilà, ça peut être du get, auquel cas ça va être écrit dans l'URL, ce qu'on va voir tout de suite, soit ça peut être du post. Dans notre formulaire, donc, on a une liste où on va sélectionner notre dessert préféré, on va écrire notre prénom et on va sélectionner notre âge. Donc moi, je suis un super grand fan de tiramisu, je m'appelle Damien et j'ai 33 ans. Et on va soumettre ce formulaire. Donc là, vous allez me dire, super, on n'a rien vu. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que si on va un petit peu plus dans l'URL ici, on voit que, comme on a soumis notre formulaire avec la méthode get, on a bien un dessert de type tiramisu qui a été mis ici. On a également le prénom Damien et on a également l'âge de 33 ans qui a été passé. Voilà à quoi sert l'input de type submit. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe un input de type téléphone, donc qui va nous permettre d'inviter l'utilisateur à saisir plus facilement un numéro de téléphone. Un petit peu comme un champ qu'on a pu voir précédemment concernant l'email, on va pouvoir lui définir un pattern. Donc ici, on va tout simplement faire un input type tel, vous connaissez la musique, un nom, un identifiant, mais on va pouvoir lui appliquer un pattern, lui appliquer également un paramètre, un attribut required, qui fait que pour l'instant, il est invalide, il a une pseudo-classe invalide. Et ici, on a un pattern qui dit par exemple, il faut qu'il y ait 10 chiffres au minimum. Donc, je vais saisir 10 chiffres. Et voilà, et maintenant, mon numéro de téléphone est valide. Alors, je peux écrire également des lettres, mais du coup, voilà, ça va être invalide puisque ça ne respecte pas la regex qui est ici. Alors, on pourrait, par exemple, mettre un format un petit peu plus français. Alors, je ne sais pas si ça se fait énormément dans les formulaires, je pense que non, et il y a une manière certainement plus propre de le faire, mais on pourrait, par exemple, faire des séries de 2 chiffres, séparés par un point. Alors, il y a probablement une manière plus élégante de le faire, hein, je vous préviens, mais admettons qu'on veuille faire ça. Hop, on sauvegarde. Et maintenant, si j'écris mon numéro de téléphone comme tout à l'heure, ça ne marchera pas. Par contre, si je le sépare bien par des points après 2 chiffres, on voit que là, le numéro de téléphone est valide. Donc c'est assez souple puisqu'effectivement, c'est utilisé dans le monde entier et les formats téléphoniques sont très différents d'un pays à un autre. Mais voilà, maintenant, vous savez qu'il existe un champ de type téléphone. Avant-dernier input, le plus connu et le plus utilisé, même si on a vu que parfois, il est préférable d'utiliser d'autres types que celui-ci, l'input de type texte. Alors, tout le monde le connaît, il est facile, c'est ce qui est de plus utilisé dans les formulaires. Donc, input type text, on lui attribue un nom, un ID, mais on peut également lui passer l'attribut required, ce qui fait qu'actuellement, il y a une pseudo-classe invalide qui le met en rouge-rose. Et tout simplement parce que ça ne respecte pas les différents paramètres qu'on a mis ici, qui disent que la chaîne de caractères doit avoir une longueur minimale de 3 et une longueur maximale de 10. Et effectivement, si ici j'écris le prénom Jean, on voit qu'il passe au vert. En revanche, si j'essaie d'écrire plus de 10 caractères, donc on va écrire par exemple Jean-Paul, on va l'écrire correctement,
ça marche toujours. Et si j'essaie de rajouter d'autres, oulala, je vais y arriver, d'autres lettres derrière, là je peux vous assurer, j'appuie sur mon clavier et seulement ça n'écrit pas tout simplement parce qu'on a atteint les 10 caractères et qu'on ne peut pas en écrire davantage. Donc un autre paramètre que vous ne connaissiez peut-être pas pour le champ de type texte. Et on arrive au dernier input de notre série, l'input de type time. Peut-être que vous ne le connaissiez pas, mais pour pouvoir saisir des données temporelles, en plus des dates et des mois, nous avons également la possibilité de saisir des heures. On l'inclut facilement, input type time, on lui attribue un nom, un identifiant, et on lui attribue optionnellement une valeur par défaut. Et lorsque l'on clique dessus, on peut tout simplement aller sélectionner une heure précise, voilà, ce qui favorise quand même la saisie pour l'utilisateur. Bande de codeurs, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine vidéo. Et surtout, je vais vous demander de mettre en commentaire si vous connaissiez tous ces inputs, si vous connaissiez tous leurs attributs, et surtout ne mentez pas, dites la vérité. Allez bande de codeurs, je vous souhaite beaucoup de bons codes et je vous dis à la prochaine.